Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition. Commençons tout de suite par le domaine de l'éducation. Les élèves sont retournés à l'école aujourd'hui selon le calendrier scolaire du ministère de l'Éducation nationale. Le port de masque n'est plus obligatoire. Le taux d'absentéisme a été faible selon les explications du chef Cisco Davarajan. Fanjesena Mireille sur les images de Sech Andjanab. Ce lundi marque le premier jour de classe après les grandes vacances. Pour ce jour, les professeurs ont procédé au dispatching des salles de classe, ont émis toutes les consignes et ont donné les emplois du temps. Les élèves se disent prêts à affronter la nouvelle année scolaire, surtout ceux qui passeront leur examen officiel cette année. Aujourd'hui, s'était également tenue la première réunion des enseignants afin d'apporter des améliorations durant l'année scolaire. Selon la note publiée hier par le ministère de l'Éducation nationale, les élèves ne sont plus tenus de porter des cache-bouches. Il appartient à chaque école de prendre ses dispositions particulières. Pour ceux de la circonscription scolaire de Sabout-Naméan, il n'y a pas eu de problème lors de ce premier jour. Les cours débuteront officiellement ce jeudi. Et toujours dans ce domaine, 8 maîtres formateurs du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que 200 enseignants des centres de formation professionnelle ou CFP et des lycées techniques professionnels LTP, ont bénéficié de formations. L'objectif est l'amélioration de la pertinence des systèmes d'enseignement et de formation technique et professionnelle EFTP en tenant compte des besoins économiques et du marché du travail dans le pays à travers le projet BIRTU. Il s'agit d'un projet sous l'initiative de l'UNESCO et de la République de Corée. Les bénéficiaires de la première vague de formation pour les régions Haute-Matziach et Analamang ont reçu leur certificat aujourd'hui. Si la deuxième vague de formation a débuté ce jour et prendra fin le 13 septembre, la ministre de tutelle a été présente ce jour pour encourager ses formatrices issues de son département. Diplomatie à présent, avant la présentation officielle de ses lettres de créance auprès du président de la République, le successeur de Giovanni Di Girolamo, Isabelle Delattre, a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Richard Andjamanjad, ce jour pour lui présenter les copies figurées de ces lettres de créance. Avant cette nomination, Madame Isabelle Delattre a tenu le poste de chef d'unité Afrique australe et Océan Indien auprès de la Commission européenne. Et puis la relation bilatérale entre Madagascar et l'Inde dans le domaine de la santé reste au beau fixe, confirme l'ambassadeur Abhay Kumar lors de sa visite d'adieu au ministre de la Santé publique, le professeur Ranjamanathan Zeliarvel, ce jour à Mbouida. Selon ses explications, la dotation des équipements de traitement du cancer se poursuivra. La conception et l'utilisation de la médecine traditionnelle indienne à Madagascar sera également au programme, a déclaré l'ambassadeur. Divers à présent, c'était à travers des manœuvres sentant une escroquerie que le terrain des héritiers du feu, Indjien Jumanoul et son épouse, ont été cédés à une seule personne, soutient la famille lors de l'émission Nizouk. Le litige portant sur le titre 2052-5 Igagatsim Fianaransu est passé devant les tribunaux depuis 10 ans, mais les plaignants ont toujours été déboutés. Ils attendent la décision de la Cour de la cassation actuelle. Reportage. Le caveau familial a été détruit. Les ossements restants ont été retirés de cet endroit situé à Igag, Andjianzatotsi, Fianaransu, selon les témoignages de la famille Indjien Jumanoul et de son épouse. Le terrain a été vendu par un tierce. Bien qu'une ordonnance restrictive a été émise par la famille et le chef Fouktan le 16 octobre 2016. Le litige portant sur le titre 2052-5 IGAG a eu lieu depuis 10 ans. Les descendants ont déclaré lors de l'émission Nizouk que les nouveaux venus ont falsifié les documents pour avoir le terrain. Ce dernier aurait acheté une part à un héritier qui n'avait pas d'enfant et la part qui est désormais inscrite au titre lui a été transférée. Il a donc procédé à la vente du terrain qui n'a pas encore été divisé. Ce dernier a également fait l'installation d'une nouvelle délimitation.
Par ailleurs, les plaignants qui sont intervenus sur l'émission Nizouk craignent de ne pas avoir gain de cause. Culturel, les lauréats de la Voix d'Or ont conquis le cœur des fans du groupe Maléo à l'occasion du spectacle dans le cadre du 50e anniversaire du groupe Maléo célébré hier à Nsamanch. Les 9 lauréats ont partagé la scène avec le groupe et leurs descendants. Selon Dame et Bécoute, le soutien de ces artistes en herbe est un espoir pour les 50 prochaines années. C'est Sylvain Sech Indianab. Les lauréats de la Voix d'Or ont pour la première fois affronté le grand public à Nsamanch. Ils ont partagé la scène avec le groupe de renom Maléo à l'occasion du 50e anniversaire de ce dernier. L'ambiance était au rendez-vous. Les fans du groupe ont été conquis. À part les lauréats de la Voix d'Or, les descendants des membres du groupe ont également participé à la fête. Nafinaritra be satria tsy stress zay dia ry zareo koa manohana anay dia nafinaritra be faly be zay sady ny public koa tsy dia le hoe masika be hoe manana zany fa mafinaritra be le public dia tsy menamenatra zay teo. Ye satria le izy aloha zavatra efa tiana le izy dia miampy an'le fe hoe zareo koa tia mihaino an'izay zavatra tianay atao dia mafinaritra be misara an'le talentanay. Ny public aloha dia tena hitako hoe nakasitraka dia isaorako ireo public areo. Fa merci beaucoup. Merci beaucoup. Faratisana zay dia tsisy varany. Le spectacle a duré plusieurs heures. Tous ont été satisfaits. Ianareo tsy olona faninana. Be izy any tena enjana amin'ny feo. Fa ianareo fameno. Dia mahafatifaty be. Dia za lasa tsy mafoy ianareo. Lasa tsy mafoy ianareo dia lasa ohatrany hoe roviny indray. Roviny indray tsika no hiaraka ampiara-peo indray. Public-ny Maléo azonareo ny fony. Satria sarotra be ny public Maléo, saro-piaro. Dia efa azonareo. Satria ny public tary amin'ny anina efa public efa misy hoe ty any anina zanareo. Efa misy pomba zany. Fa eto tena nareo zany tena namakilay ary Antsamanitra mihitsy no vakinareo. Bravo. Zay Ce spectacle était un grand moment pour les lauréats de la Voix d'Or. Cela restera gravé dans leur mémoire selon leur déclaration. Zany afatra keliko anareo hoe anapiako teny nivitina teo iny hoe aza misy stressé zany. Stressé azafady mihinambary misy latsaka. Dia manana fahendrena dia ohatran'izay zany afatsafatrako dia ohatrany hoe nivitina teo iny foana anareo zay zany afatsafa dia aza midetona zany rehefa mira ohatran'izay fa manjary manimba raha zay ny
Côté sport, les Baréas de Madagascar font partie des 18 équipes qui se sont qualifiées pour la 7e édition de la CHAN qui se tiendra en Algérie en 2023 après cette victoire face au Botswana vendredi dernier. C'est notre première participation à ce championnat. Découvrez à travers ce reportage d'Anzara Zanarvel les 18 pays qualifiés. 18 équipes disputeront le titre de champion de la CHAN 2022 qui se jouera en 2023 en Algérie. Madagascar fait partie de ces équipes grâce à la bonne performance des Baréas Madagascar au premier et second tour des qualifications, battant les Seychelles et le Botswana. Si chaque année, 16 équipes sont en lice pour la finale de la CHAN, lors de cette 7e édition, l'Algérie, pays hôte, et le Maroc, champion en 2020, ont été qualifiés d'office. Les 16 autres équipes sont sorties victorieuses des matchs éliminatoires. Voici donc ces pays qui participeront à la CHAN 2022, mais qui se tiendra en 2023. Algérie, Angola, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ghana, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, Ouganda, RD Congo, Sénégal, Soudan. Cette 7e édition de la CHAN se tiendra en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Dans les actualités internationales, la police est à la recherche de 2 suspects après des attaques meurtrières à l'arme blanche dimanche dans le centre du Canada. Un premier bilan fait état d'au moins 10 morts et une quinzaine de blessés dans plusieurs scènes de crimes différentes. Certaines victimes semblent avoir été choisies au hasard. France 24. La police canadienne sur les lieux du drame est le début d'une véritable chasse à l'homme. Il est 5h40 heure locale quand les secours reçoivent un premier appel d'urgence. D'autres suivront. Tous font état d'attaques à l'arme blanche dans différents lieux de la province du Saskatchewan. De nombreux morts et blessés sont à déplorer. Nous avons 13 scènes de crimes actifs sur lesquelles nous enquêtons. Il semble que certaines des victimes aient été ciblées et que d'autres aient été choisies au hasard. Pour l'instant, il est très compliqué de trouver un motif à ces attaques. Pas de motif, mais les suspects ont été identifiés. Il s'agit de Damien et Miles Sanderson, 2 hommes de 30 et 31 ans. Aperçus pour la dernière fois à bord d'un véhicule de couleur noire sur la route de Regina, une ville située à environ 320 km au sud des attaques. Sur Twitter, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a fait part de son émotion. Les attaques survenues aujourd'hui en Saskatchewan sont horribles et déchirantes. Mes pensées vont à ceux qui ont perdu un proche et à ceux qui ont été blessés. Les résidents du Saskatchewan ont été priés de rester chez eux par sécurité. La ville de James Smith Cree Nation, où ont eu lieu certaines des attaques, a quant à elle décrété l'état d'urgence local. Le procès de l'attentat de Nice s'ouvre ce jour à Paris. Un peu plus de 6 ans après l'équipée meurtrière du camion conduit par Mohamed Laouedj Boulel dans la foule venue assister au feu d'artifice le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Au total, 86 personnes ont perdu la vie et plus de 450 autres blessés dans cette attaque revendiquée par le groupe islamique. France 24. Il est 22h30 environ, ce 14 juillet 2016. Près de 30 000 personnes viennent d'assister au traditionnel feu d'artifice sur la promenade des Anglais à Nice. C'est à ce moment que le terroriste Mohamed Laouedj Boulel lance sa course mortelle. À bord de son camion frigorifique de 19 tonnes, ce Tunisien de 31 ans force le barrage de sécurité et fonce tout droit sur la foule, créant un mouvement de panique. Le lendemain, le procureur de la République s'exprime. Le terroriste a tiré à plusieurs reprises sur 3 policiers à hauteur de l'hôtel Negresco. Les policiers ont répliqué et ont poursuivi le camion qui a cependant réussi à rouler encore sur près de 300 mètres. Les policiers sont parvenus à le neutraliser par des tirs à hauteur du palais de la Méditerranée. Le terroriste a été retrouvé mort sur le siège passager. Sa course mortelle n'aura duré que 3 minutes, mais le bilan est très lourd. 86 personnes sont mortes, dont de nombreux enfants, et plus de 450 personnes ont été blessées. Des centaines d'autres sont traumatisées. J'ai assisté impuissante jeudi à tout ce qui s'est passé.
J'ai vu le camion partir, le camion faucher les gens. Lorsque j'ai pris ma fille dans les bras, le camion est arrivé à 50 cm de sa jambe. Et donc, ce qui nous a permis de nous sauver, quoi. Donc on s'est jeté sur la plage. C'était horrible à voir. On a vu des gens mourir devant nous à 1 ou 2 mètres d'écart, quoi. Des jours durant, de nombreux anonymes viennent rendre hommage aux victimes sur place, mais aussi à l'étranger sur des mausolées improvisés. L'enquête, elle s'attache dès lors à déterminer si le terroriste a bénéficié de complicité pour se procurer ses armes et son camion. Plusieurs personnes sont rapidement arrêtées. Pour terminer, Pavel est un ancien parachutiste dans l'armée russe et a déserté l'Ukraine pour arrêter cette guerre inutile. Il témoigne alors qu'il s'est réfugié en France et affirme que beaucoup d'autres militaires russes sont dans ce cas et refusent désormais de se battre. France 24. À son arrivée en France dans les toilettes de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, le premier geste symbolique de Pavel Filatiev. Voilà, ce sont mes papiers. Ma carte d'identité militaire. Poubelle. Mon passeport de citoyen russe. J'aime la Russie, j'aime les Russes. Mais Poutine n'est pas la Russie, le gouvernement n'est pas la Russie. Poutine va te faire voir. Après 48 heures au centre de rétention, nous rencontrons l'ancien militaire de 34 ans, désormais considéré comme déserteur par la Russie. Il est autorisé à entrer en France. Il va faire avec son avocate une demande de droit d'asile. Son témoignage est accablant sur la guerre en Ukraine, menée par Vladimir Poutine. On s'entretuait entre militaires russes et ukrainiens. Mais je voyais que nous étions aussi en train de tuer des civils. Il y a eu beaucoup de civils tués. Bien sûr, j'ai pu être cruel parfois, mais je ne pouvais pas accepter ce qui se passait. Nous arrivions et nous détruisions des villes entières. On rasait tout. Pavel Filatiev était un soldat d'élite, un commando parachutiste. Il affirme n'avoir commis aucune exaction. Il était prêt à mourir pour son pays, mais après 2 mois de guerre en première ligne, il dénonce une guerre inutile. Aujourd'hui, beaucoup de militaires russes refusent tout simplement d'aller à la guerre. Et ceux qui y vont n'ont pas de motivation. C'est pour cela que Poutine essaye de recruter des gens en prison et des vieux. Blessé en mai, le soldat d'élite est écarté de la ligne de front. Fini les tranchées et les combats. C'est à l'hôpital qu'il va commencer à écrire sur la guerre. Son récit est intitulé Zof, un appel à l'aide équivalent à un SOS. Il y raconte la désorganisation de l'armée russe et les morts inutiles. Un site internet russe publie des extraits, puis la chaîne d'un militant des droits de l'homme, Goulagou.net, invite Pavel Filatiev. Vous êtes le seul à briser le silence dans l'armée russe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes devenu l'homme à abattre par Vladimir Poutine? Moi, je voulais juste réveiller les consciences pour que les gens se rendent compte de ce qui est vrai. Si vous allumez la télévision, vous allez entendre les Russes dire qu'ils chassent les nazis d'Ukraine et que cette opération, c'est pour libérer la population de ces nazis. J'ai appris que mon commandement avait demandé 15 ans de prison pour moi, en m'accusant de diffamation contre l'armée. Et se retrouver en prison en Russie, c'est être à la merci de l'État. On peut être torturé, humilié. C'était une bonne raison pour quitter le pays. J'étais devenu pour eux un traître, un ennemi. Il a peur pour sa vie et doit quitter le pays dès que possible. Après un mois de cavale, il est exfiltré par des lanceurs d'alerte et arrive à Paris il y a quelques jours. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de Russes ne veulent pas de cette guerre, malgré ce que raconte le pouvoir. L'Ukraine, c'est une honte pour notre pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous dans quelques instants, la série Revenge. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.